Bon, bah, du coup, c'est parti. Bonsoir à tous. Merci d'être présents pour assister à ce symposium donc, organisé par Versus Mind sur la façon de générer un site statique moderne et rapide en utilisant la Jamstack. Vas-y. Alors, donc, je me présente, Mathieu Morinville. Donc, je suis Technical Leader chez Versus Mind. Voilà, ça fait 3 ans et demi que je suis chez Versus. Et je m'appelle Hugo Torzoli, je suis consultant chez Versus Mind depuis un peu plus d'1 an maintenant. Pour faire rapide, Versus Mind, c'est un cabinet d'architecture numérique fondé en 2006 à Nancy. Ça comporte 5 agences basées en France et au Luxembourg. Donc Nancy, Metz, Paris, Strasbourg et Luxembourg. Environ 150 personnes, principalement des consultants. Et un peu plus de, enfin, pas loin de 400 projets réalisés pour divers clients, surtout du sur-mesure, depuis la fondation de l'entreprise. Ok, alors on va rentrer dans le vif du sujet. Donc on va déjà vous faire une petite introduction de comment ça se passait avant la Jamstack. Ensuite, on va vous définir précisément ce que c'est. Et ensuite, on conclura sur quels sont les usages de la Jamstack. Alors, pour vous introduire le concept, en fait, il faut savoir que, du coup, avant la Jamstack, en fait, si on voulait faire un site internet, on avait plusieurs possibilités, mais notamment dans les années 90-2000, c'était d'avoir un serveur qui, par exemple, du coup, exécutait du code, était relié à une base de données et allait chercher les données dans la base pour répondre aux clients. Une architecture très basique client-serveur. On appelle ça une architecture monolithique parce que du coup tout le code métier est hébergé sur le serveur dans une seule et même grosse application. Et en fait cette façon de faire a quelques avantages, notamment que c'est très optimisé pour le référencement, puisque comme le serveur vous répond la page HTML entière, vous avez toutes les données directement dans la page qui est reçue. Donc quand Google veut, ou n'importe quel autre moteur de recherche veut indexer votre site, il peut lire le HTML et voit vraiment toutes les données. Voilà, c'est en général lisible sans JavaScript. Ça, on va y revenir dessus. Et c'est bon pour les performances en first load, donc c'est-à-dire au premier chargement de la page, quand l'utilisateur arrive pour la première fois sur votre site, ça offre de meilleures performances puisqu'il n'a pas toute l'application à recevoir d'un coup. Là où l'inconvénient, c'est pour les changements consécutifs, à chaque fois, le serveur vous retourne toute la page. Et voilà, donc là, il peut y avoir des petits problèmes de performance à ce niveau-là. Et aussi, on a un fort couplage entre le back-end et le front-end. Donc le front-end, c'est l'interface, ce qui est vraiment affiché à l'utilisateur en bout de chaîne. Quand vous allez sur Google, vous voyez la page d'accueil de Google, c'est le front-end. Et le back-end, qui est vraiment le code métier, qui va chercher dans les bases de données, etc., faire des calculs, des manipulations s'il faut, etc., pour juste avoir les données. Voilà. Une alternative à l'architecture monolithique qui s'est développée au fil du temps, c'est d'avoir ce qu'on appelle des CMS, donc des Content Management Systems, pour gérer son contenu, parce qu'on s'est aperçu que quand on fait des sites, le plus important en général, c'est d'avoir au moins le contenu. Après, on fait le style, mais du coup, c'est côté front-end. Et donc là, les CMS, ça permet de faire en sorte qu'une tierce personne, par exemple, qui n'est pas développeur, puisse agir sur votre site internet pour changer les données, sans qu'il y ait besoin d'avoir une action de la part du développeur. Donc ça, voilà, les CMS les plus connus, on a WordPress, Drupal. Je suppose que ça parle peut-être à certains d'entre vous. Et en parallèle de cette pratique de continuer sur une architecture monolithique, mais avec des CMS, on a aussi les SPA qui sont développés, donc les Single Page Applications. Donc ça, pour le coup, ce sont des frameworks front-end qui servent, en fait, qui permettent aux développeurs de gérer beaucoup plus de choses côté client. En fait, typiquement, vous allez avoir votre serveur qui va vous servir des données sous forme brute, donc en général du JSON, ou on peut même imaginer de l'XML, mais en général du JSON, qui est voilà, un format de données clé-valeur, très simple. Et donc on appelle ça une API REST.
Et du coup, l'application Angular, React ou Vue, c'est donc le nom des frameworks qui permettent de réaliser des SPA, va appeler ces URL, récupérer les données et les afficher. Mais du coup, tout est géré avec du JavaScript, ce qui fait que c'est pas très optimisé pour le référencement, puisque quand Google ou n'importe quel autre moteur arrive sur votre page, ce qu'il voit, c'est juste une balise avec un ID et dedans marqué ce site ne fonctionne qu'avec JavaScript activé, désolé. Voilà. Mais ça permet aux développeurs de développer plus de choses, de rendre le site plus dynamique et d'avoir une meilleure performance sur les chargements de pages consécutifs, puisque les données, enfin, toute l'application en gros est déjà côté client. On récupère juste les petits bouts de données qu'il nous faut à chaque changement de page. Et on injecte de la donnée qui provient de ces fameuses API de façon dynamique sur le client. Du coup, il n'y a pas de réappel de toute la vue de toute la vue au serveur. Donc au niveau performance de navigation, c'est plus élevé que ce qu'on a vu avant en monolithique. Du coup, c'est là qu'apparaissent les premiers cas de Jamstack. On le définira juste après. Du coup, c'est grâce aux API REST, on va pouvoir, comme Mathieu l'a expliqué, récupérer de la donnée sous forme brute, donc légère, sur des serveurs. Donc de découpler notre front et notre back. Donc front, la partie visible, back, la partie serveur. Et du coup, ça va résoudre pas mal de soucis de SEO, donc la partie référencement qu'on subit avec l'utilisation de frameworks comme Angular, Vue ou React. Du coup, les premiers cas, ça a été Jekyll en 2011 à peu près. C'était du Ruby, ça permettait de charger des fichiers sous format de texte, vraiment du texte brut, du Markdown, si je dis pas de bêtises. Il y en a eu plein d'autres, voilà, et on lançait une petite commande en Ruby et ça construisait, ça buildait le site de façon statique, donc des fichiers HTML classiques comme on en faisait avant. Il y a d'autres frameworks, il y a Exo au milieu en bleu, il y a Hugo sur des technos un peu plus modernes et c'est encore utilisé pas mal. Du coup, pour comparer un petit peu tout ce qui a été dit depuis le début, site statique sous forme d'architecture monolithique, c'est très performant pour l'affichage. C'est sécurisé, c'est rapide et c'est stable. Ça existe depuis des dizaines d'années, donc c'est bien stable. Par contre, en termes de maintenabilité, ça peut être vite limité. C'est difficile de développer dessus et de bien le faire. Et l'édition de contenu, elle est dans des fichiers directement, donc c'est pas très agréable pour ceux qui ne développent pas. Les SPA, donc les Single Page Application, il y aura des performances côté client qui sont vraiment très bonnes, puisque comme on l'a dit, les changements de page sont dynamiques sur les ordinateurs, sur les téléphones, etc. Par contre, il y a un référencement qui est quasi inexistant. Et ce qu'on appelle le first load, le premier affichage du site, est très lent parce qu'il faut charger le framework. Donc que ce soit Vue, Angular ou autre, c'est des frameworks qui sont très conséquents, ils permettent de faire plein de choses, mais du coup ils sont très lourds. Et le premier chargement de la page, la première interaction que vous pourrez avoir sur le site, sera au bout de parfois 3-4 secondes pour des sites pourtant légers. Les CMS, donc Drupal, WordPress, Magento, etc. Très bon pour tout ce qui est SEO, il y a pas mal de plugins, de helpers pour tout ça. Et pour éditer du contenu pour des personnes qui ne touchent pas au code, à travers des interfaces, on vous en montrera une tout à l'heure. Par contre, c'est pas forcément facile de développer dessus, et la sécurité, en raison du temps de développement que ça demande aux développeurs de ces CMS à mettre en place, la sécurité est des fois moyenne. Peut laisser à désirer, puisque du coup, souvent c'est des process. Par exemple, un CMS, on met plusieurs plugins dessus, et si on veut le mettre à jour, enfin voilà, c'est compliqué, ce qui fait que du coup, on met pas à jour la base, et on se retrouve avec des failles de sécurité de versions de CMS qui datent d'il y a 1 an, 2 ans. Puis même en performance du coup parfois. Ouais. Et ça pose aussi des problèmes en termes de personnalisation, puisqu'on est limité par ce que le CMS peut nous offrir si on ne veut pas mettre de ressources dans le développement, de plugins personnalisés par exemple. C'est ça. Et du coup on en arrive à la Jamstack. Donc des sites statiques rapides et sécurisés. On va voir pourquoi. Du coup, qu'est-ce que c'est la Jamstack ? C'est un terme déjà qui a été inventé par Netlify, c'est une entreprise américaine qui a porté le terme à partir de 2017. Mais voilà, on l'a vu avec Jekyll, etc. Ça existait déjà depuis plusieurs années, ils ont juste mis un nom dessus.
D'abord, ce que ce n'est pas, c'est ni un ensemble de langages, de frameworks, de bases de données, de serveurs, etc. Faut bien le comprendre, c'est juste une façon de penser de développer ces sites. Donc, on va vous présenter des solutions que nous on a choisies parce qu'on aime bien, mais c'est juste une façon de penser de développer son site. Il y a plein de solutions possibles. Ce qu'il faut retenir, donc, c'est un workflow moderne de création de site web et qui va permettre de la perf, de la sécurité, un faible coût de développement, d'hébergement et d'édition. Ça va nous permettre une collaboration multi-équipe, donc entre développeurs, designers et gestion de contenu, qui est sympa, et une forte DX, donc développeur expérience. On reviendra tout à l'heure dessus. Jamstack.whatthefuck, c'est un site qui est fait avec la Jamstack, qui résume bien comment ça fonctionne en quelques paragraphes. Voilà, donc pour vous expliciter un peu le terme Jam, d'où ça vient. Donc J c'est pour JavaScript parce que tout le client en fait est généré avec du JavaScript, on code en JavaScript et c'est le JavaScript qui nous génère le site statique. A pour API parce que comme on a vu, on va juste taper un serveur qui nous renvoie des données, donc on tape une API. Et M pour markup puisque du coup à la fin ce qui est généré c'est un markup HTML standard, voilà, statique. Donc on va vous parler un petit peu du workflow plus en détail. Voilà, donc dans le cadre d'un workflow traditionnel, donc je l'ai expliqué déjà un petit peu avant, mais en gros on a le client qui va appeler, donc taper une URL, ce qui va déclencher donc tout un tas de mécanismes sur le serveur web pour récupérer des données dans les bases de données ou les CMS. Et ces données vont remonter au client avec le web server qui génère la page avec les données. Et par contre, dans le cadre de la Jamstack, le client va taper un CDN. Donc un CDN, c'est pour Content Delivery Network. C'est un ensemble de serveurs répartis voilà, à différents endroits géographiques qui permet de délivrer une ressource le plus rapidement et le plus efficacement possible. Parce que du coup, plus le serveur est proche de la machine qui demande, donc le client, plus la ressource va arriver vite. Et le CDN met en cache la donnée qui est demandée. Donc si une personne demande une donnée à un moment donné, la personne qui demandera la même donnée dans 10 minutes, elle va récupérer ce qui est en cache. Donc le CDN ne va pas recalculer toutes ces informations, il les aura déjà dans sa mémoire. Voilà. Et on peut également faire appel à des services tiers, par exemple Algolia pour la recherche ou un système de commentaires, un système voilà, de paiement, PayPal, paiement, Stripe, voilà. Sur la partie de droite, pourquoi on n'a pas tous ces allers-retours serveur, app server, etc., database? C'est parce que avec la Jamstack, tout est fait lors du build, de la construction du site. Donc on développe notre site, on dit ok il est prêt, on va l'envoyer sur le CDN. On fait une commande pour construire le site et le site est terminé et on n'y touche plus. C'est là où est l'aspect statique, mais pas que, grâce à justement ces services qui rendent des endroits dynamiques sur notre site statique. D'autant qu'après ça reste du JavaScript, donc on peut avoir des petits bouts dynamiques là où on veut. On va vous montrer. Du coup ça c'est un peu donc c'est la première partie du workflow du développement d'un site basé sur la Jamstack. Donc on va développer, dans la case verte on va développer avec nos petits frameworks favoris. Nous en l'occurrence on a choisi un framework basé sur Vue.js. Version control, c'est nos modifications, on va les versionner. On va les envoyer sur un serveur Git. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde la notion de versionning. Après, on n'est pas obligé, mais dans le process de base, voilà, on l'envoie sur un système de versionning. Donc c'est juste en fait quand vous faites des changements, à chaque fois vous les mettez dans une sorte de une espèce de base de données. On appelle ça un repository. Qui va enregistrer tous les changements que vous avez fait sur votre application. Du coup, ces changements-là, sur votre versionning, vous allez avoir, dans le meilleur des mondes, un build automatique. Donc la construction du site va se faire automatiquement une fois qu'on envoie des données sur le repository, justement. Du coup, dans le process de build, il y a plein de choses qui se passent, dont la génération de toutes nos données statiques, que ce soit le texte, les images, toutes les interactions utilisateurs, etc. Elles seront enregistrées à cet endroit-là, seront générées à cet endroit-là. Ce qui est bien important de faire, du coup, c'est des déploiements atomiques. Donc déployer feature par feature, page par page, pas tout balancer d'un coup. Déjà
pour pouvoir revenir à un endroit si à un moment ça pète, si on a mal fait quelque chose, et pour alléger un petit peu Plus de clarté surtout. C'est ça. Voilà, ça c'est un principe plus à respecter, une bonne pratique, quoi. C'est ça. S'ensuit une mise à jour du CDN, donc le serveur où on va déployer notre site. Il va le requêter une fois, comme ça il sera déjà en cache et tout le monde pourra le demander, ça sera très très rapide. On verra tout à l'heure que le CDN c'est très très performant dans le cas là. Alors, du coup, quels sont les outils utilisés pour faire un site avec la Jamstack? Donc là, on va vous parler des outils côté client. Donc, les outils qui vont vous permettre en fait de générer le site à proprement parler. Donc là, on en a choisi 3. Alors, il y en a beaucoup plus. Il y en a une centaine actuellement des outils comme ça. Il y en a énormément. Donc on a par exemple Gatsby qui permet de générer des sites statiques avec le framework React, pour ceux qui connaissent, et GraphQL. Gridsome qui est l'exact penchant de Gatsby mais en utilisant Vue.js. Et Nuxt qui est un petit peu différent des deux précédents parce que Nuxt c'est plus un couteau suisse en fait. Il vous permet de faire des sites statiques, donc générés à la façon de Jamstack, mais aussi des sites un peu plus dynamiques qui font appel à des mécanismes un peu plus évolués comme du SSR, du server-side rendering. Mais voilà, on va pas trop... Ou même de la navigation client. Voilà, ou de la navigation client, donc comme on le ferait avec une single page application, donc SPA standard. Voilà, donc ces 3 frameworks là, c'est parmi les plus populaires dans ce moment de ces dernières années. Enfin, ça fait que 2 ans, mais voilà. Là, à l'écran, on a 3 exemples d'architecture. Donc de gauche à droite, Gatsby, Gridsome et Nuxt. On voit que Gatsby et Gridsome, c'est exactement la même chose. De toute façon, Gridsome est inspiré de Gatsby. C'est très simple. On a des fichiers de config. 2, 3, 4, ça dépend des usages. On va définir le nom du site, les plugins qu'on utilise. On verra après, il y a une infinité de plugins pour ces 2 frameworks-là. Et après, au niveau de la construction du projet, une page, un fichier dans le dossier page, c'est une page sur votre site. Donc là, j'ai mon index.js, ça sera mon point d'entrée de mon site web. Le fichier blog.js, il va me créer une route en fait. Donc je vais taper monsite.com/blog, je vais arriver sur ce contenu là, ce contenu qui va renvoyer du HTML. Donc ça marche pareil sur Gridsome, ça marche pareil sur Nuxt. Voilà. Et au niveau des templates, ce sont des choses dynamiques. On va injecter de la donnée dans les templates qui provient d'API, on le verra juste après. Et ça va me permettre de créer plusieurs articles, plusieurs fiches d'auteur, etc. à chaque article. Je sais pas si tu veux rajouter un truc dessus, sur Nuxt peut-être. Non, mais Nuxt, on voit que voilà, il gère pas les templates, mais parce qu'en fait, il permet de faire beaucoup plus de choses. Mais du coup, ça implique de personnaliser beaucoup plus. Enfin, il y a beaucoup plus d'actions personnalisées qui sont requises. Donc forcément, il vient avec moins de choses initialement. Donc ça, c'est des captures d'écran qu'on a fait de projets qu'on avait générés à partir des commandes de base. Le code au niveau de l'architecture, il y a très peu de fichiers et ça permet déjà de générer un site complet, un blog complet, statique, avec des articles, une page d'accueil, etc. Oui, en général, donc ces frameworks viennent avec ce qu'on appelle un CLI ou un CLI. Donc c'est Command Line Interface. C'est juste un nom compliqué pour juste dire que voilà, vous pouvez taper une seule commande dans un terminal, dans une console ou autre, et il vous génère tous ces fichiers. Et du coup, après ça, vous pouvez taper une autre commande et il vous sert le site ou il vous génère le site. Voilà. Donc en 2 commandes, vous avez déjà quelque chose qui tourne. Et ensuite, c'est à vous de modifier. Du coup, la Jamstack, c'est une forte communauté, c'est quelque chose qui monte et qui continue de monter encore pas mal. Là, sur ces 2 captures d'écran, à gauche, oui. Vous avez le site de Gatsby qui propose une infinité de plugins. Donc là, vous avez les starters, donc c'est des thèmes que vous pourrez prendre dès le début avec le CLI justement. Là, dès que vous allez générer votre site, vous pourrez dire je veux commencer avec ce thème-là et reprendre votre site à partir de ça. Gridsome fonctionne de la même façon, il y en a un petit peu moins, c'est un petit peu moins développé pour l'instant. Faut savoir que Gatsby, il y a une grosse entreprise derrière qui fait que monter et voilà, il y a plein d'activités dessus. Et je voulais vous montrer
un plugin très sympa qui est dispo sur Gatsby. Hop, tu veux le montrer? Bon, vas-y, je te... Ok. Du coup, c'est un plugin qui va permettre d'afficher des images en faisant croire qu'il y a de la performance. Enfin, il y a de la performance derrière en le démontrant. C'est quoi le meilleur exemple? C'est celui-là. Mm. Donc c'est un plugin qui va automatiquement, il n'y a rien à faire derrière à part charger l'image. Charger des bouts d'image. Je ne sais pas si vous le voyez sur le Polaroid par exemple. Il va créer les contours de l'image, il va les afficher. Donc l'affichage du site sera hyper rapide dans un premier temps. Et une fois qu'il aura chargé complètement l'image, il va l'afficher aux utilisateurs. Donc il y a plusieurs effets sympas, ça dépend ce qu'on veut mettre. Voilà. Et une fois que ces images sont chargées, elles sont mises en cache, donc dès que je rafraîchis, c'est plus rapide. Mm. Et des plugins comme ça, il y en a plein, il y en a pour tout. Pour les vidéos, pour des commentaires, pour du référencement un peu plus poussé, pour générer votre sitemap, pour plein de choses. Ouais. Et c'est juste un composant voilà, à utiliser pour servir l'image. Et vous avez directement du coup de la gestion de la performance, du cache. Enfin, Voilà. C'est très orienté performance. donc ça c'était pour l'aspect front-end de la Jamstack. Maintenant on va parler de l'aspect back-end, donc l'API. Alors pareil pour ça vous avez plein d'outils, vous pouvez vraiment utiliser ce que vous voulez, mais on a choisi donc les trois produits là. Donc Contentful qui est donc ce qu'on appelle un CMS headless. Alors donc CMS, je l'ai expliqué, c'était Content Management System, donc comme WordPress, Drupal. Mais headless en fait c'est juste parce que ce qui va se passer, c'est que vous n'aurez pas un site complètement terminé avec un rendu final, avec un design, etc. Vous aurez juste de la donnée. Mais c'est un CMS dans le sens où il y a un back-office. Donc n'importe qui peut éditer le contenu. Et ensuite, vous avez donc accès à une API pour récupérer le contenu qui a été mis par vos équipes éditoriales. Donc voilà, Contentful, il y a un free tier, mais sinon ça reste un service payant. C'est un service payant en SaaS, donc dispo sur Internet uniquement. Avec la version gratuite, on peut enregistrer jusqu'à 5000 entités, donc 5000 articles, 5000 Voilà, 5000 ce qui fiches de est produits. normalement en général suffisant Ouais, c'est pas mal. pour la plupart des sites. C'est pas mal. À côté de ça, on a Strapi, qui est également un CMS headless, mais open source cette fois-ci, donc complètement gratuit. Par contre, l'inconvénient, si on peut dire, c'est qu'on doit l'installer sur sa propre machine, sur ses propres serveurs, puisque c'est open source. Et par contre, c'est français, donc c'est intéressant de noter. Ça marche très très bien, et on va d'ailleurs vous faire une petite démo de Strapi juste après, parce que c'est celui qu'on a choisi pour la démonstration. Et à côté de donc, ces alternatives, ces CMS headless, comme on les appelle, on a les grands classiques, WordPress, Drupal, qui sont disponibles en mode headless également, puisque avec WordPress, vous avez un plugin, je crois, ou même c'est natif maintenant, qui vous permet en fait, de récupérer vos articles, vos posts, vos pages, etc., via une API REST. Et Drupal, pareil, sous Drupal 7 c'était un plugin, mais sous Drupal 8 c'est également en natif, il vous offre une API que vous pouvez appeler pour récupérer de la donnée au format brut, JSON ou XML. Du coup, on peut utiliser totalement les frameworks, les CMS actuels qu'on utilise pour faire à la fois de la gestion de données et du rendu, uniquement de la gestion de données, donc en headless. Et si on est habitué, si on a un site actuellement sur Drupal, sur WordPress ou autre, on peut le déporter et utiliser que ça en tant que CMS pour envoyer de la donnée au site au JavaScript qui va générer le site final. Voilà. Donc là, juste pour les deux premiers schémas, donc CMS, Headless CMS, qui sont importants à noter. Donc CMS, en bas, vous avez toutes les données du site qui sont enregistrées en base de données et qui les renvoient à une unique vue, donc votre site final. En Headless CMS, vous avez de la donnée qui est gérée de la même façon, sauf qu'elle n'est pas rendue à une vue, elle est rendue en tant qu'API, donc en tant que donnée brute, à n'importe quoi, à une appli mobile, à un site web, à un site généré statiquement, etc. Voilà, donc on va passer à la démonstration maintenant. Ouais. Donc, on va déjà
vous montrer donc le côté back-end, donc Strapi. Hop, alors tu l'avais lancé sur... oui. Ok, donc en fait, donc Strapi, comme je l'ai dit, c'est un CMS headless. Donc vous l'installez sur vos propres serveurs. Vous tapez la commande, voilà, generate Strapi, donc vous générez une application. Et ensuite, vous pouvez, donc là on est en local, donc je suis sur localhost, voilà, un port. Mais vous pouvez le déployer sur vos propres serveurs et vous avez accès à cette interface. Donc ça en fait c'est le back-office. C'est là où vos équipes managériales, enfin vos équipes éditoriales, pardon, vont rentrer et éditer le contenu. Donc là, à la différence d'un CMS classique comme WordPress ou Drupal qui vous permet en général, en tout cas par défaut, de générer que des pages, donc avec titre, description, contenu. Avec Strapi, vous pouvez gérer en fait ce qu'on appelle des content types, donc ajouter vraiment des types de contenu personnalisés. Et par exemple, si j'ajoute un type de contenu et que je veux ajouter des champs, voilà, je peux ajouter tous les champs que je veux. Donc par exemple, si donc là j'ai par exemple une entité lien qui a un titre qui est une chaîne de caractères, une URL qui est pareil une chaîne de caractères, des tags qui est une relation vers un autre type de données, une description et une capture d'écran. Et par exemple là j'ai une entité film qui a voilà, un titre avec qui est une chaîne de caractères, des entiers, etc. On peut mettre aussi du JSON brut s'il faut. Voilà, donc ça nous permet vraiment de gérer notre modèle de données comme on veut. Et ensuite, d'ajouter du contenu directement dans le back-office. Donc là, par exemple, si je veux ajouter un film, hop, je peux l'ajouter ici. On va peut-être pas le faire pour la démo, j'ai déjà des films enregistrés. Mais c'est tout à fait possible. Donc là, j'ai créé quelques liens et quelques films d'exemple. Et donc en fait, si vous allez sur localhost/movies, vous aurez la liste des films que vous avez rentrés ici, directement accessible en JSON. Il vous offre une API. Donc les données que Mathieu affiche là sur le back-office sont disponibles sous forme brute également, donc sous un format qu'on choisit. Ouais. Alors, je peux peut-être... Ouais, c'est un Mac. Vas-y, /movies. Hop. Voilà. On voit qu'on a toutes les données brutes. C'est exactement les films qu'on avait rentrés. Et ça, c'est des données qui peuvent être interprétées et comprises par du coup, les outils qu'on va utiliser côté front pour générer le front. Donc je vais vous montrer maintenant un exemple de site utilisé. Donc là, on a utilisé GridSum pour cette démo. Hop, ouais, bien vu. Donc on retrouve les composants et donc l'architecture qu'on vous a montré tout à l'heure. Donc là, avant de plonger dans le détail de l'implémentation des pages, on va juste aller faire un petit tour dans la config. Hop. Voilà, en fait la config, c'est là où vous pouvez spécifier quel plugin vous utilisez. Parce que quand vous utilisez n'importe quel outil côté back, donc par exemple WordPress, Strapi, Drupal, etc., vous avez des plugins qui existent déjà pour les solutions les plus connues. En l'occurrence ici, j'ai utilisé le plugin Strapi qui me permet automatiquement d'aller chercher des entités sur mon API Strapi. On pourrait très bien le faire à la main si on a développé un backend custom et qu'on veut vraiment avoir la main sur complètement tout. Mais Strapi, comme c'est quelque chose d'assez connu, il y a un plugin qui existe et donc on a utilisé le plugin pour plus de simplicité ici. Donc ici, vous rentrez juste donc le endpoint, l'URL de votre API, les entités ou donc les content types que vous voulez récupérer. Donc ici on a lien et film. Vous pouvez passer des données de login si vous voulez vous loguer dans Strapi avec un certain compte pour récupérer des données qui sont limitées aux personnes authentifiées. Et ensuite, quand vous allez dans page, en fait, vous nommez vos pages comme on l'a vu pour créer une route sur le site. Suivant comment sont nommées vos entités. Et après ça, hop, vous avez en fait, donc là, ça c'est vraiment codé en Vue.js, donc c'est un framework voilà, qui permet de faire des sites. Et en gros, là, on retrouve notre HTML classique
Voilà, comme on a l'habitude. Sauf qu'à la différence qu'on peut faire des boucles for sur certaines choses, on peut passer des données précises, etc. Et en fait, donc Movies, mon objet que je vais utiliser dans le template pour rendre vraiment la page, en fait, c'est une requête. Ici, c'est une requête GraphQL, donc c'est juste un langage utilisé un peu comme vous auriez SQL, sauf que là, voilà, c'est un langage, ça ressemble un petit peu à du JSON, mais ça vous permet, en fait, vous spécifier vos champs, donc les noms des entités. Donc movies, title, je veux récupérer juste le titre, je veux récupérer le poster et je veux récupérer la liste des réalisateurs du film. Hop. Voilà, et après là, il n'y a rien de spécial, c'est juste vraiment la façon de faire la page avec Vue.js. Et donc là, une fois que vous avez ça, vous dites à Gridsome de générer votre site. Et ensuite, si vous allez sur votre site, donc là c'est le site qui est servi par Gridsome. Si vous allez sur /movies, voilà, vous récupérez la liste des films que vous avez rentrés. Hop, et pareil dans les liens, vous avez la liste des liens. Ça, c'est les données telles qu'elles sont enregistrées par Mathieu dans Strapi, dans le back-office, donc par les équipes d'édition, etc. Voilà. Et là, du coup, c'est servi, on est en mode développement, mais si, en fait, vous pouvez construire, et c'est ça la vraie utilité, construire ce site pour que ce soit vraiment un site statique, juste avec des pages movies.html et vraiment tout le contenu. Aucun appel JavaScript n'est fait, aucun appel au back Strapi n'est fait. Le site est vraiment complètement statique. Et c'est ça le vrai intérêt. On a du contenu dynamique, mais on génère quand même un site statique à la fin. Bah, ouais. Voilà pour la démo Gridsome. On va le voir on va le voir maintenant de toute façon. On a un deuxième projet qui va permettre de montrer un petit peu un fonctionnement différent. Hop. Donc c'est un showcase qu'on avait voulu faire avec Mathieu, des différents sites qui sont faits avec Gridsome. Donc là ça tombe bien, c'est un site qui est hébergé sur un CDN justement, sur Netlify, j'en parlais tout à l'heure, l'entreprise américaine qui permet l'hébergement gratuit de sites. Mais pas que, justement, ça permet aussi de faire la partie build, donc la partie orange qu'on a vu tout à l'heure dans le schéma vertical. Netlify fait ça aussi, on va voir comment. Donc mon code est versionné, on l'avait vu tout à l'heure. Donc il est hébergé en l'occurrence sur GitHub, sur lequel j'ai branché Netlify. Et ça va créer une suite de déclencheurs qui vont permettre à la fin de mettre à jour mon site. Donc là, Mathieu m'a fait ce qu'on appelle une pull request. Donc il propose d'ajouter du code, une partie de son code source dans mon code source. Donc en l'occurrence, il a ajouté un site. Voilà. Donc là, il y a tout un process qui s'est passé. Et moi, je vais juste accepter son code dans mon code. Voilà. Et je vais sur Netlify. Et là, je vais voir que j'ai un deploy qui vient de se lancer. Donc là, mon site, il est en train d'être construit automatiquement parce que Netlify a détecté un changement sur mon code source qui est disponible sur GitHub. Et du coup, là, on voit qu'il commence à construire le site avec les données de Mathieu. Donc on va juste revenir sur le site pendant que ça build. Là, du coup, on voit qu'il n'y a pas le site. Ouais, donc là, il y a, je sais pas, une dizaine de sites. Il y a 10 sites. Et là, pendant que le build se fait, donc il est en train de récupérer des données. Donc ça, c'est nous qui l'avons programmé. Il est en train de récupérer des données sur le site que Mathieu m'a envoyé. Hop, donc ici, il passe le nom du site, une description, une URL et les fichiers de source. Le build est assez rapide, on verra que ça peut poser problème ce temps de build sur certains cas d'usage, donc ça sera les limites de la Jamstack. Mais là en l'occurrence pour une dizaine de fichiers c'est pas très long. Ouais. On peut aussi voir du coup que là les données viennent de... Il est où ton GitHub? Voilà. Les données viennent d'un fichier JSON, très simple. Du coup c'est exactement des données comme elles peuvent être servies par l'API Strapi comme on vous a montré tout à l'heure. Sauf que là il n'y a pas de serveur derrière, c'est vraiment juste le fichier JSON et dans le projet. En dur, on rentre des données dedans et du coup le site est généré mais en utilisant ces données. On peut aussi faire ça évite d'avoir un serveur si on a des données simples. Voilà. Après il faut s'y connaître un petit peu parce qu'il faut quand même mettre les mains dans le JSON. Là en l'occurrence c'est un showcase open source et c'est des développeurs de sites avec Gridsome qui nous envoient des sites de temps en temps pour les mettre en avant.
Donc là, il est en train de faire la génération d'assets. Donc on l'a voyé aussi dans le schéma. Il est en train de créer les pages HTML, de créer les images des sites. On fait des screenshots des sites. C'est pas grave. Du coup, on voit que ça prend vraiment pas beaucoup de temps. On est à 40 secondes là sur le build. Il a généré une trentaine d'images. Et normalement, ça prend pas trop de temps. Là, il est en train de mettre à jour, il est en train de créer le site final et de le mettre sur le CDN. Donc Netlify, on l'avait vu, en plus d'être un outil de build, c'est aussi un CDN. Là, il l'a mis en ligne. Et du coup, je vais pouvoir aller voir ici. Ouais, c'est bon. Ok. Donc là, on est sur le site en production et on voit que le site de Mathieu a été ajouté automatiquement. Ouais, donc c'est le site de la démo. Voilà, donc grâce à juste un ajout sur un code source en quelques minutes pour le coup. Du coup, pourquoi utiliser la Jamstack par rapport aux performances et au référencement. Donc l'application elle est pré-rendue sur un CDN, elle est déployée et pré-rendue sur un CDN. Donc l'accès il est quasi instantané, moins d'une seconde sur une connexion à peu près normale. Tout le process est automatisé. Il y a pas, on n'a lancé aucune commande là dans ce process. Et il faut imaginer qu'on peut faire ça sur Strapi par exemple. Quelqu'un va mettre à jour un article, quelqu'un qui ne développe pas va mettre à jour un article. Netlify, je vais dire Netlify parce qu'on l'utilise, va savoir que l'article a été mis à jour et du coup il va relancer tout ce process de build de site et il va remettre à jour le site en live sans qu'on fasse rien. Donc le site restera statique, mais vous aurez quand même vos données à jour. Ouais. De la sécurité, peu de surface d'attaque, voire pas du tout, parce qu'au final, là sur un site statique, on n'attaque pas de base de données, on attaque juste un serveur qui va nous renvoyer des fichiers HTML. Donc à ce niveau-là, on n'a pas de problème. D'ailleurs, ça réduit aussi les coûts, voilà, Ouais. faible coût puisque donc les sites statiques sont simples et peu coûteux à héberger puisque comme on l'a vu, par exemple Netlify offre un hébergement gratuit. Il y a plein d'autres sites qui offrent ce genre d'hébergement, now.sh, Surge, GitHub aussi, GitHub Pages. Voilà, il y en a vraiment plein. C'est très facile d'héberger un site statique. Là pour ce site, vraiment, ça coûte on a rien. payé le nom de domaine, donc build plus GetSum, on l'a payé 3 € peut-être. Et tout le reste, ça tourne de façon gratuite. Et vous n'êtes même pas obligé de payer le nom de domaine, puisqu'en général, les services gratuits offrent, par exemple, Netlify, un sous-domaine. Voilà, un sous-domaine. Vous avez votre site .netlify. quelque chose, si vous voulez vraiment rien payer. Et aussi, du coup, faible coût, même côté serveur, parce que, en fait, si vous avez un serveur avec des données dessus, il ne sera pas tapé par des milliers de clients. Il va être tapé une fois par le build quand les données changent, et c'est tout. Collaboration facile entre les équipes. Les équipes de design vont fournir des designs aux développeurs. Les personnes qui vont gérer le contenu vont le faire directement depuis un back-office. Et au final, il n'y a plus de personnes qui vont demander tu peux pas changer la couleur du bouton, ça on le fait nous. Mais changer le titre par exemple, ça on le fait pas, c'est l'équipe d'édition de contenu. Tout ce qui est contenu, c'est vraiment l'équipe contenu qui le fait. Les développeurs se contentent de développer le template, l'interface et la récupération des données aussi. Voilà. Et une forte développeur expérience. Là on l'a vu un petit peu, on bosse avec des frameworks qu'on utilise depuis plusieurs années maintenant. Vue.js ça a 5 ans, Angular ça a 8 ans, React ça a plusieurs années également. Donc on bosse avec des frameworks avec lesquels on a l'habitude de travailler et qu'on aime utiliser. Donc c'est dans la continuité des choses et c'est une bonne chose. Ouais, ça facilite le développement d'applications. C'est un confort pour le développeur, du coup ça fait que les développements sont plus rapides et coûtent moins cher. Quand on ne veut pas utiliser la Jamstack, il y a plusieurs cas, là on en a mis 3. Amazon, mais plus globalement de l'e-commerce lourd, parce que on a vu le temps de build prend un petit peu de temps quand même. Si à chaque fois qu'il y a un ajout de produit, une modification de description, de prix, etc., on rebuild le site, les serveurs ils tiennent pas et ça, en termes de coût, c'est pas bon. Le site il va changer tout le temps alors qu'il est statique. Enfin, c'est pas du tout le bon usage. À partir du moment où les données en fait changent trop fréquemment, c'est pas la bonne idée. Par contre, si vous avez du contenu qui change
je sais pas, une fois tous les 2 jours, ou une fois tous les 3 jours, là ça peut se discuter. Et s'il change une fois tous les 3 semaines, alors là clairement la Jamstack c'est Un menu de restaurant hebdomadaire par exemple, ou un ouais, blog typiquement, ouais. d'entreprise ou autre, c'est une bonne idée. Par contre, un blog comme Medium qui est communautaire, où Mathieu peut mettre un article, vous pouvez mettre un article aussi, il y a des millions de personnes qui mettent des articles tous les jours, c'est pas non plus une bonne idée. Ou tout comme Instagram, du coup, vaut mieux récupérer les données que quand on le veut et pas à chaque modification, Ouais. ça serait trop lourd. Pour moi, c'est les seules limites de la Jamstack, c'est d'avoir trop de données par trop de personnes différentes et du coup de générer des builds et des changements sur le serveur trop fréquemment. En termes de coût, en termes de performance, c'est pas une très bonne idée. Et il y a d'autres solutions aussi modernes que la Jamstack, mais plus adaptées qui existent comme le rendu serveur. Ouais. Qui utilise la Jamstack? Plusieurs entreprises, notamment en France, API Platform à Paris, Marmelab à Nancy, mais plein d'autres entreprises. Facebook avec la documentation de React, par exemple. Et c'est encore en train de monter. Il y a de plus en plus d'entreprises qui mettent au moins la partie de leur site vitrine qui misent sur la Jamstack, en tout cas pour la partie vitrine de leur entreprise, voire même applicative maintenant. Ouais. Voilà, sur le site de Gatsby, vous avez un showcase avec plusieurs milliers de sites en production. Ok, donc pour conclure, du coup, la Jamstack, ça vous permet de faire des sites statiques à moindre coût et qui sont performants, simples à développer, simples à mettre à jour. Ça a beaucoup d'avantages et notamment si vous avez par exemple, en fait, vous n'êtes pas obligé de créer un site from scratch, enfin en partant de rien. Si vous avez déjà un site actuellement en production, par exemple, je sais pas, un Drupal qui met un peu de temps à charger, vous pouvez optimiser les temps de chargement en utilisant la Jamstack, puisque du coup vous pouvez rendre votre Drupal headless, donc faire en sorte qu'il vous serve une API, donc les données JSON brutes, et ensuite vous construisez votre site avec la Jamstack, vous récupérez les données, ça vous fait un site statique et ensuite il est servi super rapidement. Là où si vous gardez le Drupal qui vous rend la page, le client arrive, il attend 10 secondes que la page charge pour récupérer les données dans la base de données, etc., que ça revienne. Voilà, si votre Drupal est un peu lent, ou WordPress ou n'importe quoi, si vous avez un site lent qui n'est pas forcément mis à jour régulièrement, clairement la Jamstack c'est une bonne option. Là, on a un exemple de site qui est en production, qui regroupe un peu tout ce qu'on a cité tout à l'heure. On a l'API sur Contentful, on utilise Gatsby pour ce site, et on l'héberge sur Netlify avec des triggers, donc des déclencheurs automatiques de build, que ce soit lors de l'update de code ou de contenu sur Contentful. Et sur Google Lighthouse, donc c'est un outil d'analyse de performance et de sécurité, d'accessibilité, etc. On tape un 100% avec quelques petites optimisations, mais voilà, c'est quelque chose qu'on n'obtient jamais. En général, en Dans développant un site à la main, voilà, en dehors de la Jamstack, en à la tout main. cas, c'est très long. Ouais. Alors que là, voilà, on peut voir que grâce au CDN, on affiche le site en 0,5 secondes et il est interactif, donc je peux cliquer, je peux naviguer sur le site également en 0,5 secondes. Donc pour un site qui a déjà du contenu, qui affiche des images, etc., c'est assez sympa. Là où on taperait plus du 2-3 secondes sur des sites, même optimisés sur des sites sans Jamstack. Qui ont besoin de récupérer du contenu. Ouais. Ouais. Voilà, si vous avez des questions. Ouais. Oui, bah, vous pouvez aller où vous voulez en fait. Si vous avez un serveur d'entreprise qui héberge une application et donc une base de données, oui effectivement elle peut être là, sécurisée dans derrière votre firewall ou n'importe quoi. Et vous générez votre site statique du coup à l'intérieur de votre firewall et ensuite vous pouvez déployer votre site statique en servant juste le HTML qui a été généré. Ouais. D'autres questions? Ouais. Ah non, non. Non, du tout, en fait, là, c'est parce que Netlify nous provide des webhooks, en fait, qui sont lancés automatiquement. Nous, on a juste renseigné la commande qui va lancer la construction du site, mais tu peux très bien le mettre sur ton propre serveur avec tes propres hooks, tes propres écoutes, et lancer toute cette série de commandes
pour générer le site. Netlify, c'est juste un outil parmi tant d'autres, mais en vrai, tu peux même exécuter la commande à la main. Voilà, si tu veux pas automatiser. Après, c'est pas dans le principe. Le principe, c'est vraiment d'avoir toute la chaîne automatisée, mais tu peux très bien le faire. Mais oui, à la ça main. peut se faire aussi. Très bien, merci beaucoup. Merci de votre attention. Je vous affiche quelques liens qu'on a utilisés principalement, ainsi que les liens de la démo. Voilà, c'est des liens qu'on a utilisés pour nos recherches, pour comprendre un petit peu ce que c'est. Il y a un livre complet qui a été écrit par Netlify sur pourquoi la Jamstack et comment. Merci beaucoup. Merci.